أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في جامعة ابن طفيل. Bonjour mesdames et messieurs, Excellences Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Monsieur Abdellatif Miraoui, Excellences Monsieur le président de l'université Ibn Tufayl, Messieurs les vice-présidents, Messieurs les doyens et directeurs d'établissement, Mesdames et Messieurs, tout protocole dûment respecté. Je suis gratifiée de participer à cette rencontre et de prendre la parole devant un parterre de personnalités venues de différents domaines et spécialités pour édifier le leadership féminin et participer au renforcement de la résilience chez l'étudiante marocaine. La pandémie a fragilisé la femme et à travers elle toute la société, si on considère qu'elle est la charpente de la famille et donc de la société. La rencontre vient à point nommé pour proposer ce concept très en vogue en ce moment, la résilience, concept pluridisciplinaire et polysémique qui, dans tous ses sens, met l'accent sur cette résistance qui permet à la matière ou à l'individu de se renouveler et de continuer. Et c'est Boris Cyrulnik, le neuropsychiatre, qui a popularisé ce terme, car lui-même résilient, car il a vu disparaître toute sa famille à l'âge de 7 ans. Il s'en est sorti grâce aux mots et à la littérature. C'est la résilience qui réunit aussi de grands noms marqués par des traumatismes, manque, abandon, perte, deuil, le grand poète Villon, Victor Hugo, Jean Genet, Simone Veil et au Maroc, Mohamed Choukri, que tout le monde connaît, qui a décidé d'apprendre à lire et à écrire à l'âge de 20 ans. D'habitude, on étudie les femmes qui ont réussi, les modèles de leadership féminin ou les femmes vulnérables, sujettes aux injustices de la société. C'est la première fois qu'on consacre une rencontre à l'étudiante. Il n'y a presque pas de travaux, ni en sociologie, ni à ma connaissance, donc je dois un petit peu, donc ni en sociologie, ni en psychologie, ni même en gender studies, consacrés à l'étudiante. Il y a quelques travaux sur le métier d'étudiant, sur l'étudiant, beaucoup de travaux sur l'étudiant, sa fonction sociologique. Bourdieu, d'ailleurs, a écrit un des livres sur l'étudiant, mais sur l'étudiante, il n'y a quasiment presque rien. À part, bien sûr, je parle de la sphère francophone. Peut-être que dans la sphère anglophone, il y a des travaux, mais je ne les connais pas. Donc cette rencontre vient couronner également un autre grand événement qui a eu lieu récemment, le 22 mars. Berid El Maghreb a consacré 3 timbres, 3 effigies de grandes figures marocaines, à 3 grandes figures marocaines, Malik El-Fassi, première femme signataire du manifeste de l'Istiqlal, Touria Chaoui, première aviatrice marocaine et dans le monde arabe, et Fatima El-Mernissi, sociologue et écrivaine de renommée mondiale. Merci, Monsieur le ministre, pour cette valorisation de l'étudiante, par cette rencontre qui va marquer bien des esprits. J'appelle Son Excellence, Monsieur le ministre, à prendre la parole. Voilà. Massa al-Khair, Messieurs les présidents d'université, Mesdames, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs les professeurs, Mesdames les responsables, mes chères étudiantes, mes chers étudiants, Madame et Monsieur en vos titres et qualités. C'est d'abord un grand plaisir pour moi et je suis très heureux de pouvoir d'abord vous accueillir dans ce cadre, ce beau cadre, une belle bâtisse, et surtout pour cette première édition de Leadership qui est née d'une discussion avec quelques amis et quelques collègues
et ils vont se reconnaître. Et nous avons dit, ou j'avais plutôt évoqué, j'aimerais bien que ces fêtes du 8 mars s'arrêtent. Et je disais, pour compléter, parce que ça peut être mal interprété, ça veut dire que nous avons réussi cette fête du 8 mars. Et donc c'est comme ça que la discussion est arrivée. J'ai dit, bon, ok, on va offrir des fleurs le 8 mars, on va se congratuler, on va nous souvenir de nos mères, de nos sœurs, et puis bien évidemment on attendra de nouveau l'année suivante pour de nouveau essayer de faire semblant. Et donc c'était de dire, il va falloir qu'on intervienne et qu'on fasse quelque chose de consistant pour qu'on puisse répondre justement à cette question. Et donc voilà comment c'est né. Et je souhaiterais vraiment y mettre toute l'énergie qu'il faut avec toutes les équipes qui m'entourent pour qu'on puisse vraiment être à la hauteur des attentes de Sa Majesté pour ce secteur. Nous avons fait beaucoup de choses, bien évidemment, comparé à nos voisins, comparé à des pays émergents, mais on reste encore loin de ce qu'il faudrait faire. Mais à chaque fois qu'on a discuté de ce problème, j'ai eu l'honneur et le bonheur d'être dans la commission commission spéciale du nouveau modèle de développement, et je peux vous assurer que c'était un débat, j'allais dire rude, un débat assez fort. Vous connaissez probablement quelques dames qui en faisaient partie, et je pense qu'elle pourra témoigner, elle pourra vous raconter, bien évidemment, sans trahir les secrets. Et l'idée finale, c'est qu'il faut qu'on prépare nos futures générations pour que cette dimension et cette égalité, ou plutôt cette équité entre l'homme et la femme soit une réalité dans notre pays. Mais souvent également, quand je m'exprime sur le sujet, j'aime bien donner quelques chiffres. Si je parle juste l'égalité ou l'équité économique, aujourd'hui, notre pays, il fait partie du Maghreb, du monde arabe. Nous avons en gros 173 ans de retard. Si on continue sur ce rythme, nous avons 173 ans pour arriver éventuellement à l'égalité, si on continue sur ce rythme. Mais bien évidemment, quand je dis ça, il faut que j'arrive également à le comparer avec ce qui se passe à côté de nous, parce que on voit toujours les gens qui sont en avance sur ces questions. Je prends l'Europe, ils sont à 73 ans. Je parle de l'égalité sur le plan économique. Aujourd'hui, on parle d'un certain nombre de pourcentages qui nous disent qu'il y a des salaires plus faibles pour la femme à métier égal, à fonction égale, qui peuvent aller jusqu'à 15%. Encore une fois, c'est une moyenne, mais nous savons que c'est beaucoup plus. Mais au-delà de ça, il faut qu'on prépare nos enfants à être dans une logique différente par rapport à celle que nous avons aujourd'hui. La charge mentale. On parle très peu de cette question, et je pense que les femmes qui ont des foyers, qui ont des enfants, savent de quoi je parle. La journée de la femme se termine à 17h ou à 18h, mais il y a une deuxième journée qui commence à partir de 18h ou de 19h, et je ne parle pas de tout le reste, de toute la charge mentale, même dans la journée. Et donc, bien évidemment, aucune nation n'a pu opérer un saut quantitatif important au titre de sa trajectoire de développement sans une mobilisation pleine et entière de sa moitié. Et nous avons aujourd'hui dans nos universités 50%, des fois plus, et c'est un honneur et c'est un privilège, essentiellement dans les écoles d'ingénieurs, comparé aux pays européens, des fois nous avons plus que 50% qui sont filles. Et quand vous regardez de l'autre côté, ma petite expérience de l'autre côté, des fois quand ça arrive à 10%, 15%, 20%, on est très heureux. Et bien évidemment,
lorsque vous allez zoomer sur les secteurs qui sont en développement aujourd'hui, je pense la data science, l'intelligence artificielle, tout ce qui permettra peut-être je dirais, d'équilibrer, ou plutôt de rendre encore cette égalité homme-femme, ben on y voit encore très peu de sexe féminin et qu'il faut continuer encore à donner confiance à nos jeunes filles. Et c'est l'objet de ce travail que nous sommes en train de faire. Et on était très surpris lorsqu'on a lancé le leadership.ma et il y a eu, mais vraiment en une journée, il y a eu plus d'une trentaine, une centaine par la suite, qui se sont portés volontaires pour essayer de participer à cette belle œuvre. Parce que finalement, la fleur, elle va fanir, mais par contre, le travail d'empowerment, le travail de capacitation que nous devrons faire, bien évidemment aussi pour nos garçons. Parce qu'il y a un travail aussi parallèle à faire pour nos garçons. Le petit frère qui des fois veut s'occuper, veut diriger, veut être le décideur dans la famille, même si la sœur est beaucoup plus grande. Et c'est cet esprit qu'il faut qu'on arrive à changer. Je pense que nous le faisons, les gens un peu, je dirais, qui ont les moyens intellectuels, qui ont les moyens, je dirais, financiers. Nos enfants, nos filles sont, j'allais dire, de meilleures conditions que quand on est dans des milieux défavorisés. Et je pense que l'université devrait être le socle de formation de tous ces jeunes. D'après les sources, je dirais financières, toutes les institutions internationales, qu'en général, la faible participation économique des femmes fait perdre de 1,5 à 2% du PIB. Et je pense que notre pays, aujourd'hui, aurait besoin de mettre ce pourcentage de PIB au service de la nation. Et bien évidemment, tout ce travail-là devrait être d'abord à l'école, bien évidemment, dans le foyer, mais encore plus à l'université, parce qu'à l'université, on va former les cadres, on va former les enseignants du primaire, du secondaire, j'allais dire à tous les niveaux, et qu'eux-mêmes, ils vont transmettre. Et qu'eux-mêmes, ils vont avoir des familles, ils vont avoir des enfants, et que, bien évidemment, tout ce travail-là, je pense qu'on aura le retour sur investissement le plus rapidement possible. Le ministère, par ses missions et prérogatives, souscrit pleinement à l'approche, bien évidemment axée sur la capacitation, et j'en fais mon travail quotidien. D'après, si vous avez lu mes écrits depuis que je suis rentré au Maroc et bien avant, je considère que tout se jouera sur la capacitation, sur l'empowerment. Et encore une fois, le mot le plus puissant qui me plaît le plus, c'est tamkin en arabe, parce qu'il résume la mentalité de ce qu'on devrait avoir. Et donc, bien évidemment, le choix des hard skills est toujours important parce que ça permet de définir la compétence. Ça permet, j'allais dire, le disciplinaire permet de donner un diplôme. Mais je pense que la partie power skills, encore une fois, c'est l'essentiel. Et notre travail au ministère, que ce soit par ce genre d'action, mais que ce soit aussi dans les programmes, vous allez très bientôt voir la réforme qu'on va mettre en place, où ce travail d'empowerment et de capacitation va prendre sa place, va prendre sa forme, de telle sorte de pouvoir répondre à ces questions. Nous allons lancer, bien évidemment, ce genre de manifestation tous les mois, et je pense que les autres vont développer plus que moi cet aspect. Tous les mois, ça sera dans une université marocaine, avec votre participation, avec votre aide, tous ceux qui se sont inscrites ou inscrits. Il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y a également des hommes qui se sont manifestés pour être, je dirais, là avec des actions citoyennes. Et que nous allons ensuite lancer des formations certifiantes qui permettront à nos jeunes filles, mais aussi aux moins jeunes, les professeurs également, si elles le souhaitent, des formations certifiantes qui va cultiver
l'esprit de l'entrepreneuriat, l'esprit de la confiance en soi, pour qu'on puisse faire face à tous ces défis. Et puis avec les structures d'accueil qu'il faudrait, mais également avec toutes les activités para-universitaires qui ont un impact positif sur le développement de la personnalité et bien évidemment le renoncement et sur le renforcement de la confiance en soi en l'avenir, en privilégiant également des actions de mobilité pour nos jeunes filles, pour qu'elles puissent évoluer dans un cadre différent, qu'elles puissent aussi s'en imprégner, qu'elles puissent voir qu'il n'y a pas que ce qu'on voit autour de soi, et puis bien évidemment toutes les interactions avec le monde socio-économique qu'on pourrait éventuellement voir dans le cadre de stages ou dans le cadre de formations spécifiques. Donc en somme, l'initiative Leadership se veut une initiative citoyenne et qui interpelle toutes les forces vives que nous sommes tous pour essayer d'apporter. Nous ne sommes pas du tout dans dans l'empathie. Nous sommes dans un autre registre, c'est plutôt dans la formation et dans la capacitation, et pas quelque chose qu'on veut mendier, c'est quelque chose qui doit être, bien évidemment, dans les foyers, mais nous savons la quasi-totalité de nos foyers, où nous savons, j'allais dire, la situation. Donc c'est à l'université, c'est aux associations de la société civile qui vont nous permettre de pouvoir faire face à tous ces éléments-là. Je reste persuadé que la richesse dans les débats et de l'investissement qu'on peut avoir les uns les autres, et surtout de la conceptualisation d'une démarche. Beaucoup d'entre nous pourraient faire ou pourraient se mettre à disposition. Mais notre ministère souhaite, et par cette action, souhaite conceptualiser une approche pour dire, nous voudrions certifier nos jeunes filles et peut-être aussi, imaginer aussi, certifier nos jeunes garçons sur les comportements qu'on pourrait avoir. Nous avons vécu dans nos universités ces derniers temps des situations qui sont compliquées, qui existent dans le monde entier. Je reviens d'une autre expérience où j'ai eu à gérer aussi, dans une grande institution, des actions de ce niveau-là. Je pense qu'il faut continuer à éduquer, à former et surtout à donner encore plus de confiance à nos femmes pour qu'elles puissent être capables de faire face et capables de réagir avec les bonnes actions, en tout cas les bonnes réactions au bon moment. Je sais que la situation est difficile, mais encore une fois, je le dis régulièrement, pas que sur ce sujet, notre pays a traversé des moments qui sont, extraordinaires, et que le verre à moitié vide, à moitié plein. De temps en temps, il ne faut pas qu'on oublie qu'il est à moitié vide, mais il faut qu'on puisse aussi savourer la moitié pleine, parce que c'est comme ça que les nations se développent. Et encore une fois, l'université devrait être au cœur de ces travaux, pour qu'on puisse bien évidemment accompagner tous les jeunes qui viennent dans nos murs. Et quand je vois ce que j'ai visité à cette université, et ce que je souhaiterais que ça se passe de la même manière dans les autres universités, c'est des campus ouverts, c'est des activités communes, filles et garçons, c'est des activités qui permettent le respect des uns et des autres. Et je vous raconte une petite anecdote qui m'est arrivée lorsque j'étais à l'université Qadiriyya de Marrakech. Il y a toujours d'ailleurs un club de l'université. Il doit être le seul, je crois, au Maroc où il y a un club d'université où il y a des logements, où il y a des piscines, où il y a une activité qui est assez forte, surtout que la période de l'été, les gens ont besoin de piscines, ils ont besoin d'endroits où ils peuvent emmener leurs enfants, leurs familles. Et lorsque je suis arrivé en 2011, avec un mindset, peut-être que j'ai oublié comment ça se passait, il y avait une piscine, j'habitais pas loin,
Et donc je partais dans cette piscine avec ma femme et ma fille et mes 2 garçons. Et personne ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Jusqu'au jour où j'ai reçu un certain nombre de femmes, je ne sais pas si elles sont là, mais elles vont se reconnaître, si elles suivent à distance, où il y a des professeurs femmes très émancipées qui sont venus me voir pour me dire « Monsieur le Président, si vous pouvez réserver des demi-journées ou des journées pour les femmes. » Et j'étais, dans un premier temps, bien évidemment, j'étais choqué, parce que je lui ai dit, vous vous rendez compte ce que vous voulez me faire faire, moi, qui ne crois pas à ces trucs-là, qui est plutôt dans le sens de la mixité, dans le sens de... Et ils ont réussi à me convaincre pour me dire que, ben sinon, est-ce que vous avez déjà vu une femme en train de nager dans cette piscine depuis que vous êtes là? Et c'est là où on m'a fait remarquer que j'étais peut-être dans un autre monde, que ma femme était en maillot de bain, que ma fille était en maillot de bain, et que, bien évidemment, les autres femmes ne pouvaient pas le faire. Je rêve que mon pays puisse revenir, parce qu'on l'a été dans j'allais dire, les décennies, on a été, que finalement la plage devienne un espace commun, un espace partagé par tout le monde, et que le corps humain, il est le même, voilà, pas si joli que ça, c'est un corps humain, comme tout humain, il est bien évidemment, si on le regarde de manière humaine, si on le regarde de manière civilisée, il n'y a rien de spécial. Je vous raconte cette histoire parce que je pense qu'il faut absolument qu'on investisse sur les générations futures pour que le vivre ensemble puisse être au-delà du vivre ensemble sur un certain nombre de sujets, je dirais, de citoyenneté, mais du vivre ensemble au-delà. Parce que, bien évidemment, la citoyenneté nous permet de nous accrocher sur ces éléments et de partager une civilisation que nous avons, qui est une civilisation extraordinaire. J'étais avec les Anglais ce matin et bien évidemment, ils parlaient du royaume du Maroc et le Royaume-Uni, avec les expériences que nous avons tous ensemble, et que je pense que notre pays se doit d'être à la page. Et le discours que je vous tiens est un discours profond. Je ne lis pas ce qu'on m'a donné, mais la croyance. Je l'ai dit le 8 mars, lorsqu'on a fêté ça au niveau du ministère, que derrière chacun d'entre nous, en tout cas, il y a une femme. Qu'elle soit au foyer, ou qu'elle soit, bien évidemment, qui a donné naissance. Et je pense que nous devons absolument préparer notre jeunesse pour qu'on puisse vivre encore plus ensemble et préparer. Le diplôme est souvent nécessaire, mais il n'est pas suffisant. C'est ce que je n'arrête pas de répéter, y compris à mes enfants. Vous pouvez avoir le meilleur diplôme du monde, mais si vous tombez sur la mauvaise femme ou le mauvais homme, eh ben vous pouvez toujours compter les diplômes, vous pouvez toujours compter ce que vous voulez, mais que la vie ne fait que commencer après le diplôme. Et c'est là où nous avons à former notre jeunesse pour que l'équilibre, quand on réussit dans son métier, quand on réussit dans sa profession, ben c'est que souvent on est équilibré chez soi. On est équilibré chez soi. Et vous pouvez faire la remarque, vous pouvez aller affiner. La réussite personnelle est souvent une réussite familiale, est une réussite au-delà je dirais, de l'espace de travail ou l'espace de son métier. Donc je voudrais vraiment d'abord remercier l'université de Knetra, son président et tout le staff qui ont tout de suite accroché sur l'idée. Ils ont dit nous voudrions le faire d'abord nous, chez nous tout de suite. Donc ils ont ouvert le bal pour toutes les autres. Toutes les autres, quand je dis toutes les autres, c'est les 22 universités publiques et privées. Bien évidemment, il y en a 12 qui sont publiques et 10 qui sont privées par des manifestations comme celle-ci.
Et puis, le travail sur le plan pédagogique, avec les modules, avec les certificats, qu'on va essayer de mettre en place de telle sorte que nos jeunes filles et moins jeunes filles puissent profiter aussi de ces formations. Un grand merci également à tous les organisateurs, à toute mon équipe du ministère qui a veillé à ce que voilà, ce jour arrive et que ce que je souhaite, en tout cas pendant que je suis encore ministre, que cette action va continuer et je vais lui donner les moyens et je ne vais pas baisser les bras sur cette question pendant que je suis encore là. Mais vous savez, ça fait partie de nos activités. Il faut poursuivre ce genre de projet. Merci beaucoup et à très bientôt.